Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité dans le cadre de ce colloque sur l'erreur, ce qui est un thème tout à fait passionnant. Pour l'information de tous, il y a eu une revue qui a porté sur ce sujet il y a 20 ans, quasi jour pour jour, hein, qui portait justement sur ce thème de l'erreur. Donc en deux mots, pour me présenter, donc je m'appelle Pascal Rivière, je travaille aujourd'hui à l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et j'ai travaillé également dans le monde de la sécurité sociale et dans le monde hospitalier. Et le fait de travailler dans ces différents univers m'a conduit à finalement m'intéresser à des bases de données de grande taille, à la qualité de ces données, et donc inévitablement à la question des erreurs dans ces données. Le sujet de la qualité des données, un sujet sur lequel j'ai donné des cours pendant quelques années au CNAM. Donc le sujet m'intéresse beaucoup et dans le cadre de cette présentation, je vais diviser mon intervention en quatre parties. Dans un premier temps, et pardonnez-moi, ça va être c'est un côté très scolaire, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question des définitions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Puisque je ne vais pas parler des erreurs en général, mais des erreurs dans les données. Deuxième temps, on va se poser la question au fait d'où viennent les erreurs. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui s'est trompé. Finalement, si on a des erreurs dans les données, il y a de bonnes raisons, il y a des raisons de fond. Troisième temps, finalement, on va voir le côté positif des choses, c'est-à-dire l'erreur est riche, l'erreur est une source d'information, l'erreur nous permet d'apprendre. Et enfin, quatrième partie, l'erreur peut être quelque chose qui est complètement décidé par l'homme et on peut, avec des représentations probabilistes, mathématisées, finalement, construire des modèles qui font intervenir automatiquement cette notion d'erreur. Donc on a affaire cette fois à une erreur que je qualifierais de domestiquée, une erreur maîtrisée. Donc voilà en gros, et j'essaierai de terminer sur une partie conclusive sur finalement la question qui est posée par le colloque, est-ce qu'il faut supprimer l'erreur? Alors, quand on tombe par erreur sur les données, donc dans un premier temps, donc, si on essaie de définir la notion d'erreur, alors on peut chercher dans le Larousse, sur Wikipédia, on trouve un peu toujours les mêmes idées. On fait une erreur quand on se trompe, quand on prend le faux pour le vrai. Et donc parler d'erreur signifie que on constate un écart par rapport à la vérité, par rapport à la réalité, ce qui présuppose qu'on les définit, qu'on les formalise, on va y revenir. Et puis on a un deuxième aspect dans les définitions, c'est parler non pas de l'écart nécessairement à la vérité, à la réalité, parce que parler d'écart à la vérité et à la réalité suppose qu'on sache de quoi il s'agit, mais de manière plus modeste et plus prosaïque, l'écart à des conventions, l'écart à un ensemble de règles, de normes, et donc le fait de parler d'erreur signifie que d'une manière ou d'une autre, on a défini, ou alors implicitement il existe ces normes, ces conventions auxquelles on se réfère. Il y aurait beaucoup à dire sur la notion d'erreur, je ne veux pas nécessairement développer sur la différence entre erreur et faute, on peut considérer que lorsqu'on parle de faute, il y a une connotation morale, mais à la limite, ça n'est pas trop le sujet ici. Deuxième temps, on parle d'erreur en général, il peut s'agir de dysfonctionnement ou tout ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse dans le cadre de cette intervention, c'est la notion d'erreur sur les données. Donc qu'est-ce qu'une donnée? Alors on est dans notre vie quotidienne toujours régulièrement confronté à des données. Le mot données ou data en anglais est tout à fait banal. Donc de quoi s'agit-il? Alors on a tendance à penser que les données sont des chiffres, sont des nombres. Mais si je vous dis 37, ce n'est pas une donnée. C'est absolument pas une donnée, c'est un nombre. 37, ça peut être une température en degrés, ça peut être une hauteur en mètres. Et puis même si je dis 37 mètres, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une distance parcourue? Est-ce que c'est la hauteur de tel monument? De quoi s'agit-il? Donc on constate que lorsqu'on parle de données, la notion de valeur ne suffit pas à exprimer le concept de données. Et donc, si on veut bien le définir, on s'aperçoit que
la notion de données fait intervenir en fait 3 dimensions. Une première dimension, c'est le concept. C'est finalement ce dont on parle. Donc, par exemple, la hauteur de la tour Eiffel. Et donc, on a besoin, à un moment ou à un autre, d'avoir défini le concept et de l'avoir instancié précisément. Je ne peux pas dire la profession de quelqu'un, c'est une donnée. La donnée, ça va être la profession de telle personne. Donc, on a besoin d'abord de caractériser le concept. Donc, deuxième dimension de la notion de données, le domaine de validité. Lorsqu'on évoquait par exemple la hauteur de la tour Eiffel, donc là, le domaine de validité, c'est finalement un nombre positif, on ne va pas avoir une hauteur de tour Eiffel négative, et on a une unité qui peut être le mètre, qui peut être le millimètre, le kilomètre, ce que vous voulez. En pratique, c'est plutôt le mètre. C'est toujours un peu plus compliqué dans le cas des dates, mettons. Si le domaine de validité d'une date, une date va être caractérisée par exemple, 2 caractères pour le jour, 2 caractères pour le mois, 2 caractères pour l'année, qui chacune ont certaines propriétés. Et donc le domaine de validité d'une date est assez compliqué. On ne peut pas, le 31 février n'a pas de sens, ou ce genre de choses. Donc domaine de validité pour les dates, domaine de validité également pour tout ce qui relève d'une nomenclature. Donc par exemple, à l'INSEE, nous gérons la nomenclature des professions, la nomenclature des activités, la nomenclature des catégories juridiques, et on a affaire à des objets assez complexes avec des codes profession, des codes d'activité qui sont assez techniques, qui sont associés à un libellé, et simplement le domaine des possibles est l'ensemble des codes de cette nomenclature. Et lorsqu'on dispose d'une donnée sous forme de code, si on ne sait pas de quelle nomenclature il s'agit, ça n'a pas de sens. Donc on voit bien que pour caractériser la donnée, on a bien besoin de ces 3 dimensions. De quoi il s'agit, le concept, quel est l'ensemble des valeurs possibles, le domaine, et puis, troisième partie, la valeur elle-même. La donnée est caractérisée par ces 3 éléments. Une fois qu'on s'est accordé sur la notion d'erreur, je l'ai fait de manière très très simpliste, et la notion de donnée, finalement, qu'est-ce que ça signifie de faire une erreur sur une donnée ? On se rend compte que les 2 dimensions de la notion d'erreur que j'ai évoquées tout à l'heure prennent beaucoup d'importance. Si on considère que l'erreur est l'écart à la vérité, une erreur sur une donnée signifie simplement que la donnée est différente d'une sorte de valeur théorique idéale dont on ne dispose pas nécessairement. On n'a pas nécessairement une valeur de référence connue. Et donc le fait de repérer qu'il y a erreur présuppose que on dispose quelque part d'une sorte d'oracle qui nous donne la valeur vraie. D'où la nécessité de pouvoir raisonner sur la deuxième définition de l'erreur, l'écart à une norme, l'écart à une convention. Et donc on va dire qu'il y a une erreur, par exemple, si je donne une date qui est 31 février 2020, ou simplement si je dis 02-13-2020, il n'y a pas de 13e de mois numéro 13, je sais qu'il y a une erreur parce qu'on a une règle qui n'a pas été respectée. On a une convention qui n'a pas été respectée. Et en termes de règles, on va dire que les 3e et 4e caractères qui correspondent au mois doivent correspondre à un nombre qui est inférieur ou égal à 12. Donc on s'impose un certain nombre de règles. Donc on peut finalement définir la notion d'erreur également de cette manière, comme un écart à une règle qu'on a définie formellement. La difficulté dans le cas des erreurs sur les données étant qu'un certain nombre de règles n'ont pas été définies par écrit proprement et qu'elles sont implicites. Et on va voir que le fait finalement de repérer les erreurs peut être effectué de manière automatique ou peut nécessiter une intervention humaine, éventuellement une intervention humaine experte. Ce qui peut compliquer les choses et rendre les choses coûteuses. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'erreurs, il y a la partie émergée de l'iceberg des erreurs que l'on repère,
Mais la très grande majorité sont des erreurs que finalement on ne voit pas. Donc voilà en gros pour caractériser finalement le concept d'erreur dans les données. Notre problème de base, c'est que cette notion de référence, cette notion de vérité n'est pas nécessairement accessible. Alors, deuxième temps, ces fameuses erreurs, d'où est-ce qu'elles viennent? On peut en avoir une vision classique, simpliste. Il y a une erreur parce que quelqu'un s'est trompé. Donc on pense classiquement à l'erreur de saisie. On a mal saisi quelque chose, on a saisi un A à la place d'un B ou je ne sais quoi. Donc c'est un grand classique. En fait, ce type d'erreur est une infime minorité des erreurs qui se présentent. Toujours dans le même style, on peut parler de dysfonctionnement dans le cas d'un capteur. Un capteur de température, par exemple, qui serait en panne. Et donc, bien évidemment, on n'a pas l'information, ou on a une donnée qui est effectivement recueillie, mais qui est erronée, parce qu'il y a un dysfonctionnement. On peut aller un cran plus loin que l'erreur du capteur, que l'erreur de saisie. On peut parler d'erreur d'interprétation. C'est-à-dire que finalement, pour saisir l'information, la personne qui saisit doit avoir elle-même interprété. J'ai un exemple que je cite souvent dans l'univers INSEE. Je me souviens il y a une vingtaine d'années de la naissance des portails sur Internet. On voyait émerger ce terme de portail. Et on avait des spécialistes de codage de l'activité d'entreprise qui, confrontés au terme portail Internet, on dit bien évidemment c'est de la ferronnerie en termes d'activité. Donc on a là une erreur d'interprétation qui est liée au fait qu'on ne peut pas tout connaître. Là je prends un exemple qui me paraît un peu absurde aujourd'hui, qui n'était pas nécessairement à l'époque. Simplement le monde évolue et on peut avoir la possibilité de se tromper. Donc ça c'est une première approche. Maintenant, deuxième approche, l'erreur sur les données vient, je dirais, de la donnée elle-même, de la donnée vraie. Est-ce que la donnée vraie est réellement accessible? Alors, c'est toujours une difficulté, et à nouveau, pour reprendre des exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, quand on parle de profession d'une personne, une personne qui a plein d'activités, est-ce qu'il y a finalement une valeur vraie de sa profession? Est-ce qu'on peut le définir simplement? De la même manière, quelqu'un qui a un certain nombre de pathologies, est-ce que la définition de sa maladie est quelque chose qui va de soi? Donc il faut se donner un certain nombre de conventions, mais souvent, la valeur théorique, la valeur vraie n'est pas évidente à accéder. Même si à la rigueur on est d'accord sur la signification de la valeur théorique, le simple fait de la construire n'est pas immédiat. Je vais prendre un exemple, le cas de l'effectif d'une entreprise en équivalent temps plein. On a plein de définitions de l'effectif d'une entreprise, mais ça peut être pratique pour certains usages d'avoir un effectif en équivalent temps plein. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? Et donc, j'ai assisté à des présentations de statisticiens qui avaient interviewé des chefs d'entreprise et qui avaient constaté l'énorme difficulté qu'ils avaient à construire cette information. Et très souvent, ils donnaient un effectif en fin de trimestre ou en fin d'année parce que c'était beaucoup trop compliqué, éventuellement pas accessible ou trop lourd à produire. Donc, on peut avoir une erreur parce que la donnée vraie ne va pas de soi et construire l'information ne va pas de soi. Toujours dans le même esprit, sur l'existence même de la donnée, on peut être confronté parfois au caractère non univoque de la donnée. Un exemple très bête, c'est l'adresse d'un hôpital. On a tous en tête qu'un hôpital se situe sur une surface qui peut être très très large avec un très grand nombre d'entrées. Que signifie l'adresse de l'hôpital ? On peut en avoir plusieurs et on peut avoir des adresses de référence pour des usages différents. Autre difficulté, une donnée, si on parle de la donnée vraie, peut être amenée à être modifiée un très grand nombre de fois. Ce qui fait qu'on peut avoir une information qui est tout à fait exacte à un moment donné, mais comme la donnée vraie évolue, finalement on se retrouve avec une donnée qui est erronée et donc il faudrait être en permanence en train de mettre à jour. L'exemple des adresses est typique.
Si on se dit, oui, mais j'ai besoin d'avoir une base de personnes avec leurs adresses, etc., mais simplement, voilà, les gens déménagent, et donc on ne va pas passer notre temps à faire des enquêtes, à passer des coups de fil pour vérifier que telle ou telle, que des personnes ont déménagé. Donc on se retrouve avec des données qui sont erronées, simplement parce qu'elles ne sont pas fraîches. Elles sont erronées à un instant T, elles étaient tout à fait valables quelques temps avant. Donc voilà quelques exemples par rapport à la donnée elle-même. Troisième source d'erreur dans les données, finalement les processus qui sont mis en place pour obtenir la donnée. Ce qu'on oublie toujours, c'est que la donnée n'est pas donnée. La donnée est issue d'une construction complexe, issue de tout un processus qui peut faire intervenir finalement l'humain ou un certain nombre de traitements automatiques. Et donc, on peut avoir une erreur qui est due, par exemple, à un bug dans l'algorithme de calcul, mais aussi on peut avoir une erreur qui est due au fait qu'il y a une multiplicité d'intervenants pour construire la donnée qui ne se sont pas nécessairement compris entre eux, et qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec une donnée qui paraît tout à fait exacte pour le dernier utilisateur, mais qui n'est pas tout à fait juste finalement pour les utilisateurs finaux. Et c'est un problème qu'on peut avoir lorsque des données sont construites à l'issue d'un processus de construction complexe, comme les statistiques. Je vais revenir sur les caractéristiques des statistiques en matière d'erreur, mais simplement, ayons en tête qu'il y a un certain nombre d'étapes de construction de ces données, il y a les étapes de redressement, il y a les étapes de vérification, et il s'agit de s'assurer que l'ensemble des maillons du processus sont maîtrisés. Dans le cas particulier des données qui sont issues d'un questionnaire, je suis statisticien, je vais parler du monde que je connais le mieux, on peut avoir un certain nombre de difficultés, de biais, bien connus dans la littérature statistique. Je vais en citer trois. Les biais cognitifs, c'est-à-dire le fait que la question telle qu'elle est posée n'est pas immédiatement compréhensible. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire des tests de questionnaire. Ce qui est un peu moins connu, c'est le biais dit de satisficing, c'est-à-dire le fait que quand on remplit un questionnaire, on est paresseux, et si c'est plus pratique de cocher toujours la première colonne, on va cocher toujours la première colonne sans tout vérifier. Et donc on peut se rendre compte de temps en temps que on se retrouve avec des patterns de réponse qui montrent qu'il y a un pattern de paresse en quelque sorte, qui fait qu'on obtient des résultats évidemment erronés parce que la personne ne s'est pas posé de questions. Troisième type de biais, le biais dit de désirabilité sociale. C'est tout à fait classique dans le cas d'élections où vis-à-vis d'un enquêteur, ça ne se fait pas de voter pour tel ou tel parti, c'est mal vu, ou ce genre de choses. Et donc on va finalement donner une information qui n'est pas exacte, qui ne correspond pas à ce qu'on pense pour ces questions de désirabilité. On peut avoir aussi toute une série d'erreurs qui sont dues à l'ordre des questions, à la manière de poser les questions, au mode de collecte. Donc ce qui amène à effectuer des comparaisons entre la collecte effectuée par Internet, par téléphone, etc. Donc tout ça pour dire que les possibilités d'erreur sont multiples et que pour cela, lorsque l'information est saisie par un humain, le travail sur la grille de saisie, que ce soit la grille de saisie d'un professionnel ou d'une personne qui est enquêtée, son caractère compréhensible, le fait qu'elle soit bien construite, est tout à fait majeur. Je vais finir sur un type d'erreur qu'on n'a pas nécessairement en tête, et une erreur qui se produit paradoxalement quand on veut assurer la meilleure qualité possible pour les données. On peut avoir finalement une forme de dissymétrie dans le cas de données extrêmement simples. L'exemple que j'ai en tête est l'exemple des décès. Alors je ne parle pas du tout ici de décès dus au coronavirus, mais à l'importance, lorsqu'on dispose d'une base d'individus, pour que cette base soit à jour, d'avoir des informations reconnues, certifiées comme étant de référence lorsqu'une personne décède. Donc on peut se dire, très bien, on ne prend en compte le fait qu'une personne soit décédée que lorsqu'on dispose d'un certificat de décès en bonne et due forme.
Et donc dans ce cas-là, on peut se dire c'est évidemment d'excellente qualité, puisque lorsqu'on dit que la personne est décédée, on en est sûr, on a un certificat. Sauf que le sujet est profondément dissymétrique. C'est-à-dire qu'il va évidemment y avoir des personnes, par exemple décédées à l'étranger, pour lesquelles on ne dispose pas de certificat. Et donc, on va se retrouver avec une base d'individus dans laquelle on a des personnes supposées vivantes et qui ont 150 ans, par exemple. Et donc, on a pour le coup énormément d'erreurs dans les données, mais erreurs dues au fait qu'on a cherché à être le plus précis et le plus complet possible. Donc on a finalement une dissymétrie, c'est-à-dire qu'on traite très bien le côté décédé, mais finalement on ne va pas traiter bien le statut vivant, en quelque sorte. Et donc on se rend compte de ce point de vue-là qu'on peut se retrouver avec des erreurs lorsqu'on a finalement une difficulté à communiquer entre deux univers, entre deux usages différents. Si on se place du point de vue base de référence qui dit voilà, j'ai la référence sur les certificats de décès et je vous garantis que les personnes sont décédées, très bien de ce point de vue-là. Mais si on a derrière un usage qui est un usage sécurité sociale, où on se dit on va payer une pension, on va rembourser des factures d'assurance maladie, etc., on se retrouve avec une difficulté parce que l'usage n'est pas du tout le même. Et là, dans ce cas-là, on a besoin de pouvoir vérifier le statut vivant de la personne, etc. Donc, difficulté en termes de mélange finalement d'univers, d'usages différents, qui peut amener à ce qu'on se retrouve avec des erreurs finalement tout à fait inattendues dans les données. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur les sources d'erreurs. Troisième partie, les erreurs sont une richesse, sont une source d'information qui est extrêmement intéressante. Mais alors si on parle d'erreurs comme source d'information, on est obligé de se poser la question, au fait, comment est-ce qu'on détecte les erreurs ? Ce qui amène à poser une distinction qui me paraît majeure, c'est la distinction entre anomalie et erreur. En fait, une anomalie, c'est une donnée qui ne respecte pas un certain nombre de règles déterministes, je dirais automatisables. Donc, par exemple, une date qui fait appel à un mois supérieur à 12 correspond à une anomalie, c'est également une erreur. Mais je dirais que la différence lorsqu'on parle d'une erreur, c'est que on parle de l'écart à une norme, mais cette norme nécessitant aussi une interprétation humaine. C'est la grosse différence. Et donc, repérer des erreurs, c'est dans un premier temps repérer des anomalies. Une anomalie n'est pas nécessairement erronée. Dans la vie de tous les jours, on a toujours des anomalies. On a, des personnes qui sont très grandes, des personnes qui ont un ensemble de caractéristiques qui sont tout à fait exceptionnelles, qu'on va qualifier d'anomalies. Mais ce ne sont pas nécessairement des erreurs. Donc, comment est-ce qu'on repère les anomalies ? On les repère en contrôlant la cohérence, je dirais au niveau micro, au niveau individuel, entre un certain nombre de données. Typiquement, on va constater une incohérence si une personne se dit retraitée qu'elle a 25 ans, par exemple. Donc ça veut dire qu'on s'est défini une règle en termes d'âge par rapport à la catégorie socio-professionnelle retraitée. Donc on peut le traiter de cette manière-là. On peut avoir des contrôles de type, c'est-à-dire qu'on est supposé avoir un nombre alors qu'on a une chaîne de caractères qui ne correspond pas à un nombre. J'évoquais le cas des dates. Donc là, on fait appel à des règles qui sont très simples et on repère rapidement de cette manière une anomalie. Alors on peut faire plus subtil. On peut constater qu'il y a une anomalie. Par exemple, si je prends le cas d'un capteur, si on a un capteur de température, de pression, de quoi que ce soit, et si on s'aperçoit que la donnée ne bouge pas pendant un temps significatif, on peut se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Autre manière de contrôler, ce sont les contrôles que je qualifierais plutôt de macroscopiques. Par exemple, lorsque les entreprises font des déclarations sociales, on va vérifier d'une année sur l'autre qu'on a grosso modo un nombre
similaires de déclarants, et si d'une année sur l'autre on s'aperçoit qu'on a moins 20% de déclarants, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose de bizarre, et on a des données manquantes, peut-être étranges. Donc le fait de pouvoir raisonner aussi au niveau statistique, au niveau macro, permet de repérer des erreurs à un niveau individuel. Toujours si on prend l'exemple de contrôle macro, moi j'avais été confronté dans le monde hospitalier à une erreur de ce type, c'est-à-dire qu'on constatait de manière générale que sur une certaine période, finalement les parcours des patients faisaient très peu appel à l'unité médico-technique de radiologie. Ça nous a permis de détecter qu'il y avait une erreur dans le logiciel qui recueillait les informations. Donc là, on ne le voyait pas à un niveau individuel, mais on le voyait à un niveau global. Donc on a de multiples façons, finalement, de repérer les erreurs de façon automatique. Donc une des grandes utilités des erreurs, c'est de repérer, éventuellement à un niveau macroscopique, des dysfonctionnements. Donc l'exemple que je viens de citer sur les radiologies est typique. C'est-à-dire qu'on va produire un certain nombre de statistiques sur, dans le cadre des parcours patients dans l'hôpital, le recours au labo, à la radiologie, au bloc, mois par mois, en passant par les urgences ou pas, ou tout ce genre de choses. Et puis, on va repérer une statistique qui est un petit peu étrange, c'est le fait qu'il y ait un très faible recours à la radiologie dans tel ou tel type de parcours. Et donc, on va finalement repérer non seulement peut-être une difficulté dans le fonctionnement de tel ou tel logiciel, mais ça va peut-être nous amener à constater que dans l'hôpital en question, la manière dont sont gérés les parcours patients n'est pas nécessairement si efficace. Donc ça, c'est un grand classique, le fait d'utiliser des outils de business intelligence pour faire évoluer une organisation, et dans ce cas-là, l'existence d'erreurs donne un outil de repérage original. Deuxième intérêt des erreurs, c'est que celles-ci nous obligent à revoir le fonctionnement de l'ensemble d'un processus. Donc pour avoir travaillé dans l'univers retraite, par exemple, le fait d'allouer une pension retraite à une personne, une pension de retraite correspondant à une certaine somme, nécessite toute une série de vérifications, toute une série de calculs, fait appel à des algorithmes, fait appel à des techniciens retraite, fait appel à des contrôleurs. Et donc, in fine, le fait qu'il y ait des contrôles nous permet de repérer des erreurs, de constater par exemple que tel ou tel technicien, les techniciens retraite n'ont pas été suffisamment formés, ou que l'algorithme ne prend pas en compte telle évolution fine de la législation, ou ce genre de choses. Donc finalement, repérer l'erreur nous conduit à réanalyser le processus dans son ensemble et en quelque sorte à ouvrir la boîte noire. Donc ça, c'est un usage particulièrement important. On peut constater aussi autre usage des erreurs dans les données. Ça peut nous permettre de constater que les règles qui sont utilisées en matière de classement de l'information, je parlais de classement des professions, des maladies, mais ça peut être aussi le classement dans l'univers bancaire, dans le codage en termes de risque de crédit ou ce genre de choses. Finalement, les erreurs peuvent nous amener à constater que d'un univers à l'autre, les nomenclatures utilisées pour classer les objets ne sont pas les mêmes et n'ont pas été mises en commun. Donc ça peut amener à progresser sur les données en finalement caractérisant de manière plus claire les nomenclatures et l'interprétation liée aux nomenclatures. De manière plus générale, finalement l'analyse la plus fine à ma connaissance qui a été faite de l'usage de l'erreur sur les données a été faite dans cet ouvrage Informatique normes et temps, où l'auteur, Isabelle Boydens, explique que finalement, lorsqu'on parle des données, il faut s'intéresser à leur temporalité d'évolution. Il explique, en s'appuyant sur les travaux de l'historien Fernand Braudel, qu'il y a au fond trois temporalités étagées. La temporalité du réel, l'évolution du monde réel, la temporalité juridique,
C'est-à-dire que le fait que le réel évolue doit être repris d'une manière ou d'une autre formellement dans un cadre juridique. Et puis troisième temporalité, la temporalité des bases de données. C'est-à-dire qu'il se peut que les bases de données aient un temps de retard sur le juridique et elles-mêmes un temps de retard sur le réel. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on constate des anomalies, on peut avoir des anomalies qui ne sont pas dues à des erreurs, qui ne sont pas dues à une erreur quelconque dans un processus, qui sont dues au fait que le réel évolue. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de profession, de nouvelles professions apparaissent. Si je prends des caractéristiques humaines, l'espèce humaine évolue. On peut avoir défini des règles de cohérence qui dit que pour une femme, il n'est pas possible d'être enceinte avant tel âge, mais les choses peuvent évoluer et on peut se rendre compte que quelque chose qui pouvait être totalement erroné à un moment se retrouve exact. Et donc, dans le travail d'Isabelle Boydens, elle s'intéresse finalement aux anomalies les plus fréquentes. C'est-à-dire qu'on applique un certain nombre de règles de contrôle pour déterminer les anomalies. Et lorsque les anomalies sont très fréquentes, ça ne signifie pas que les erreurs sont très fréquentes. Si les anomalies sont de plus en plus fréquentes, ça signifie que, tiens, c'est peut-être le réel qui a évolué. Et donc là, on a un changement important. Et au fond, ce qu'elle dit, c'est que on fait l'erreur de faire l'hypothèse du monde clos. L'hypothèse du monde clos est un grand classique. Faire l'hypothèse du monde clos revient à supposer que tout est déterministe, qu'on s'est donné un cadre, et que les règles qu'on s'est définies sont en quelque sorte immuables. Je simplifie. Partir de l'hypothèse du monde ouvert, c'est se dire, lorsque je vois émerger des anomalies, ça me fait penser que finalement, je dois revoir mon cadre d'interprétation. Pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, un grand classique, c'est l'analyse qui était faite du dérèglement climatique il y a 20-30 ans, où on considérait à une époque que les données dont on disposait, qu'il y avait une erreur quelque part. Simplement, il fallait changer de paradigme et assumer que quelque chose qui paraissait complètement étrange, en fait, était réel. Donc on a finalement un cadre d'interprétation qui doit être capable d'évoluer. Donc là, en gros, donc pour résumer ce que j'évoquais, l'erreur est une source d'information à la fois au niveau statistique pour repérer des erreurs individuelles, nous fait évoluer sur notre compréhension des processus, mais de manière plus profonde, nous permet de comprendre finalement que nous sommes soumis à des cadres d'interprétation qui ne doivent pas être trop rigides. Peut-être pour finir, dans cette partie sur finalement la richesse des erreurs, il y a un point que je n'ai pas mentionné de manière délibérée, c'est la question des erreurs de prévision. Puisque dans le cas des erreurs de prévision, ce n'est pas tout à fait immédiat de parler d'écart à une norme, et évidemment, on ne peut pas a priori parler de l'écart à la réalité, qu'on va par construction observer après. Mais simplement, ayons en tête que les erreurs de prévision sont un outil riche qui nous permet d'améliorer les modèles de prévision, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois s'interroger sur les raisons pour lesquelles on s'est trompé en termes de prévision. Et donc ceci me fait une transition vers ma quatrième partie sur l'erreur mathématisée, l'erreur domestiquée en quelque sorte. Finalement, toutes les erreurs que nous avons évoquées étaient des erreurs subies, puisque on constatait un écart à des règles, à une norme, a posteriori, pour toute une série de raisons. Dans le cas de l'erreur mathématisée, on décide de construire un modèle, on décide d'élaborer quelque chose qui va amener à des erreurs dont on maîtrise parfaitement les propriétés. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est l'erreur d'échantillonnage. Erreur d'échantillonnage, donc on sait bien que pour les sondages, on tire au hasard un certain nombre d'individus, et donc on sait bien entendu, comme on n'interroge pas toute la population, que les résultats que l'on obtient vont être entachés d'une erreur, mais d'une erreur que l'on peut calculer, une erreur liée
à une certaine loi de probabilité. Donc tout ça est mathématisé, défini, et on est capable de manière très précise de déterminer l'intervalle de confiance à 95% lié au résultat obtenu. Deuxième exemple, l'exemple des micro-simulations. Donc là, on parlait de prévision, mais ça peut valoir hors prévision. On utilise des micro-simulations de carrière de personnes, donc c'est utilisé dans le monde de la retraite, où finalement, on simule de manière aléatoire l'évolution d'une carrière d'une personne et les événements qui affectent sa vie, mariage, naissance, décès, etc. Donc on appelle ça micro-simulation, ça vaut individu par individu. Individuellement, ça ne présente aucun intérêt. Par contre, statistiquement, globalement, ça nous permet de faire des prévisions de qualité. Et donc l'intérêt, dans les deux cas que je viens d'évoquer, la micro-simulation ou le tirage d'échantillons, c'est qu'on est en mesure de calculer une précision. Et dans le premier cas, dans le cas statistique, avec les tirages d'échantillons et éventuellement d'autres sources d'erreurs, on est capable de calculer de manière précise une variance, une imprécision, qu'on peut combiner avec d'autres facteurs, parce que tout ne se joue pas seulement sur le tirage d'échantillons. On a par exemple le traitement des non-réponses partielles, des non-réponses totales, qui oblige à faire appel à un certain nombre de modèles. Et donc, on obtient une erreur que l'on maîtrise. De manière générale, dans un certain nombre de domaines d'activité, on utilise des modèles qui ne sont pas la réalité, mais qui tentent de la représenter, qui font appel ou non à une modélisation probabiliste, mais ça vaut dans le domaine de la démographie, ça vaut dans le domaine de la finance, ça vaut dans le domaine de, je sais pas, de la modélisation de gisements de pétrole ou ce genre de choses. Et donc dans tous ces domaines-là, on va faire intervenir une notion d'erreur, mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a évoqué jusque-là. Personne ne se sera trompé d'une manière ou d'une autre. Simplement, on aura une erreur qui sera intégralement modélisée, représentée, calculée, mesurable. Et là, on a affaire à une grosse différence. Alors, pour conclure, je vais essayer d'apporter une ébauche de réponse à la question faut-il supprimer l'erreur? Et avant de le faire, je vais commencer par une anecdote. J'avais suivi il y a, on va dire, un certain nombre d'années, une formation. Je travaillais dans l'informatique au test de logiciel, au test de programme. Et dans le domaine des tests de logiciel, il y a un certain nombre de normes sur le nombre d'erreurs, le nombre de bugs par ligne de code. Ce qui veut dire au passage que quelqu'un a vérifié, etc., qu'on a des tests ont été effectués. Il y avait ces normes, et donc notre intervenant nous a parlé d'une situation à la NASA dans les années 80, où un programme de plusieurs millions de lignes de code avait été écrit. Ils ont fait un certain nombre de tests, et le nombre d'erreurs était très largement inférieur aux normes qui étaient données. Donc on pourrait dire que c'est positif, hein, finalement, il y a très peu d'erreurs, tant mieux. La réaction, ça a été de jeter le programme et de tout refaire. Le fait qu'on ne soit pas dans les normes en matière de taux d'erreur avait quelque chose d'inquiétant. Et ils ont été obligés de tout refaire. Donc ça nous amène à réfléchir sur la notion d'erreur. Et sur la réponse à la question « faut-il supprimer l'erreur ?», j'aimerais avoir une réponse nuancée, mais elle ne l'est pas. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas supprimer l'erreur. Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai évoquée en première partie d'exposé, il y a inévitablement des erreurs d'interprétation. Le monde bouge, donc on peut pas être en permanence calé sur la réalité. Il peut y avoir des erreurs de saisie. On peut difficilement construire des algorithmes qui sont absolument parfaits, d'autant plus qu'ils communiquent les uns avec les autres. Et le risque d'erreur est toujours important. Donc ça paraît très très difficile de l'éviter. Par ailleurs, ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas supprimer l'erreur. Ce serait dangereux de construire des systèmes qui sont tout à fait imperméables à l'erreur et qui pensent d'eux-mêmes qu'ils ne se trompent pas. Donc l'erreur nous conduit à apprendre
et à apprendre à deux niveaux, à apprendre sur l'évolution du monde réel qu'on est supposé représenter, mais également à apprendre sur les éventuels dysfonctionnements de nos propres processus. Enfin, l'erreur peut être considérée comme un outil, comme une matière première, comme un input dans le cadre d'une mathématisation de l'erreur. Ça ne veut pas dire que les choses vont de soi, c'est-à-dire que si on a une représentation modélisée qui est trop parfaite et à laquelle tout le monde croit, on peut retomber dans l'écueil précédent que j'évoquais. Le point important n'est pas tellement de savoir si on supprime ou non l'erreur, le point important est de savoir la maîtriser, d'être capable de la mesurer ou disposer d'éléments de mesure et d'avoir un œil qui nous permet de comprendre l'origine des erreurs, les raisons des erreurs. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais modestement évoquer en matière d'erreurs sur les données, et je vous remercie.